Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue si vous nous rejoignez. En Côte d'Ivoire, le secteur de la couture est à la fois un pilier culturel et un moteur économique. Les artisans couturiers habillent notre quotidien, subliment nos événements et véhiculent l'identité textile africaine au-delà de nos frontières. Mais derrière les paillettes et la créativité se cachent de nombreux défis, concurrence accrue, accès limité au financement, rareté de formations spécialisées et difficultés d'adaptation aux nouvelles tendances et technologies. Aujourd'hui, nous recevons Miss Quadio, présidente du syndicat national patronal des couturiers et tailleurs de Côte d'Ivoire, pour comprendre comment les professionnels du secteur vivent ces réalités, quelles solutions sont envisagées et surtout comment assurer un avenir florissant à ce métier ancestral dans un contexte mondialisé et en pleine mutation. Miss Quadio, merci d'être sur notre plateau. Je vous remercie aussi. Je rappelle que vous êtes de passage pour la deuxième fois oui, dans notre émission, donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors pour ceux qui ont un peu oublié qui est Miss Quadio, est-ce que vous pouvez vous représenter à nos téléspectateurs? Bien sûr. Alors, je suis Miss Quadio, on m'appelle Miss Quadio, pourquoi? Parce que j'ai été élue Miss en 1986 comme Miss Gagnois. Voilà, donc je travaille un peu sur... C'est un peu ma marque maintenant parce que c'est ce nom-là que tout le monde connaît. Sinon, de mon nom, je suis Quadio Brion Claudine. Voilà, je suis styliste modéliste, créateur de mode. Et je suis la présidente nationale patronale des couturiers tailleurs stylistes modèles de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement votre parcours dans la couture? Oui, mon parcours est vraiment très simple. Depuis mon bas âge, ma grande sœur qui m'a élevé, elle était déjà dans la mode. Mais c'était un peu la mode traditionnelle parce que nos sœurs là n'avaient pas appris la couture, mais par inné, et ils faisaient la couture. Donc, celle qui m'a élevée s'appelle Quadio Hélène. Elle était au grand marché de Gagnois. Donc, moi, partant à l'école les jeudis, à notre temps, les jeudis, on ne partait pas à l'école. Donc, les jeudis, je partais l'aider. Mais je ne savais pas que j'allais devenir couturier comme elle. Moi, je lui disais que je voulais devenir sage-femme, médecin pour m'occuper de sa santé parce qu'elle travaille beaucoup. Quand c'est les périodes de fêtes, là, elle travaille non seulement au marché, mais la nuit encore, le bruit de la machine nous suit. Donc, elle s'est fatiguée beaucoup. Je n'avais même pas pensé qu'aujourd'hui, moi, j'allais être héritière de ce métier. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez donc à diriger le syndicat patronal, justement, des couturiers et tailleurs stylistes de Côte d'Ivoire. Quelles sont les principales missions de ce syndicat-là? La mission du syndicat, d'abord, il faut avoir la visibilité de tous les créateurs patrons, c'est-à-dire que ceux qui ont leur entreprise. Il faut d'abord les identifier, les organiser, mettre des présidents de sections et de sous-sections dans toutes les régions, dans tous les recoins. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une tournée nationale où nous avons créé dans chaque région les responsables. Donc, il y a des coordonnateurs des régions et il y a le coordonnateur national au niveau du bureau national. Et aujourd'hui, nous avons près de 50 bureaux sur le plan national. Voilà. Et ce syndicat, il existe depuis combien d'années? Il existe il y a très longtemps, parce que ça n'a pas été créé par mon groupe. On avait déjà les premiers présidents comme le président Niaté, Tidiane Traoré, c'est à leur temps que le syndicat a été créé. Ça doit être en 1970 là-bas. Et moi, je suis venu juste trouver ça et je continue d'améliorer ça, permettre à tout et chacun de pouvoir être à l'aise et de travailler. Très bien. Et comment vous décrivez aujourd'hui la situation des couturiers de Côte d'Ivoire?
Oui, j'ai même la nostalgie. Autant des Chris Seydou et les Pathéo, Gisèle Gomez, c'était une période de floraison. Ça a dit que la couture était vraiment bien considérée. Mais aujourd'hui, nous traversons un moment très très difficile. D'abord, les écoles ont pratiquement disparu. Et puis au niveau des ouvriers, nous avons des difficultés. Les ateliers ont du mal à avoir des ouvriers. Et tout ça, c'est à partir de la nouvelle technologie, à partir des difficultés que le pays connaît. Beaucoup sont sortis du pays. Et puis, les jeunes ne s'intéressent pas aussi de la mode en ce moment. Voilà. Et comme tout se fait sur les réseaux sociaux, même si tu ne connais pas la couture, mais tu peux faire des ventes en ligne et la vie continue. Donc, c'est une période difficile que nous traversons. Et comment il faut faire pour que les gens comprennent que la mode, ça nourrit son homme. La mode a besoin d'être étudiée. La mode, c'est l'identité culturelle. La mode, c'est la créativité. La mode, c'est vraiment... ça joue un rôle important dans l'économie et dans le quotidien d'un homme même. Parce que personne ne peut sortir sans s'habiller. Donc, normalement, c'est un métier qui doit durer dans le temps. Mais on a peur que la connaissance, la technique commence à disparaître et que tout ce qui va arriver là, ça va être du vohou-vohou. Voilà, parce que la technicité là, n'y sera plus. Parce que la formation a pris un coup. D'accord. Alors, vous êtes rentré de plein pied dans les difficultés, le manque d'ouvriers. Est-ce qu'il y a aussi ce manque-là de moyens financiers, d'accompagnement? Si, il y a un problème de manque financier. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est un peu artisanal. Et le secteur est beaucoup informel. Beaucoup ne sont pas formalisés. Et aujourd'hui, l'État, pour vous accompagner, il faut que ton entreprise soit formelle. Donc, il y a un problème de financement. Ce qui fait que le renouvellement de nos matériaux, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les machines qui coûtaient 25 000 francs. C'est vraiment au-delà de 200, 500 000 et tout. Et puis, la technique de travail évolue. Donc, sans les moyens, on ne peut pas aussi de l'avant. Tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas les moyens pour alimenter ton entreprise, c'est sûr que tu ne vas pas trop décoller. Voilà. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont les profils les plus représentés? Est-ce que ce sont les artisans indépendants, les ateliers, les maisons de couture? On a quoi comme profil? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Il y a ceux qui ont les entreprises et puis il y a des couturiers qui sont vraiment indépendants, qui n'ont pas d'entreprise, mais qui fonctionnent dans leur maison. Parce qu'ils ont des problèmes pour payer d'abord les loyers. Et puis, il n'y a pas d'ouvriers. Et puis, il faut vivre. C'est le métier que tu as appris. Donc, il y a beaucoup qui évoluent dans leur salon. Pour pouvoir... puisqu'il y a maintenant les ventes en ligne. Donc, il peut être satisfait s'il travaille à la maison et il vend en ligne. Que d'ouvriers en atelier. Oui. D'accord. Voilà. Concernant le marché local, est-ce qu'il est suffisant pour faire vivre les couturiers ou faut-il envisager l'exportation? Donc, sur le plan local d'abord, nous n'avons pas fini d'habiller les hommes. Et dans les sous-régions, on a besoin de s'habiller à tout moment. Et on a ce besoin aussi d'aller à l'international. Donc, il y a suffisamment d'espace
il y a suffisamment de monde à habiller. Mais ces petites difficultés de formation, parce que ici, là, pour que le couturier, c'est pas seulement quelqu'un qui transforme le vêtement, mais c'est un créateur. Il doit innover. Il faut qu'il ait des instruments nécessaires. Il faut qu'il soit en contact avec la technologie pour innover. Donc, normalement, on ne devait pas souffrir. Si nous faisons confiance à notre travail, il est mieux de chercher à se formaliser pour qu'on s'appuie sur les structures que l'État met en place pour accompagner les créateurs, pour accompagner les artisans, pour accompagner les entrepreneurs. Mais c'est ce qui manque beaucoup. Je fais la tournée, mais je vois qu'il y a des petits magasins et les gens, même pour payer au niveau de la mairie, c'est beaucoup de difficultés. Et souvent, les machines sont confisquées, les ateliers sont fermés et il faut à tout moment intervenir. Mais vous, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites? En tant que syndicaliste, d'abord, quand il y a un problème, moi j'interviens. Et pour que moi je puisse intervenir, c'est que le responsable du secteur n'a pas pu régler le problème. Donc il me fait recours. Et en ce moment, je vais pour dialoguer. Et c'est le plaidoyer. Voilà, le syndicalisme, ce n'est pas la guerre. C'est le plaidoyer, je gagne, l'autorité gagne. Et à la suite de ça aussi, je donne maintenant des conseils à mes responsables et à mes membres pour qu'ils puissent être en règle vis-à-vis de l'État. Parce que si tu dois payer la mairie, tu sais que tous les mois tu dois payer quelque chose, il faut t'en tenir à ça. Et puis, les tenues des clients. Quand le client vient que le rendez-vous n'est pas respecté, ou bien, des fois, le client prend même un pain qui est déjà sur la table pour dire, mais moi, il y a longtemps, je suis là, pour moi, il n'est pas coupé, je ne vois pas. Il ne prend pas fruit, puis il s'en va. Mais est-ce que ce sont des choses que vous leur enseignez? Est-ce qu'il y a des formations qui sont organisées à l'endroit de vos syndiqués? Il y a la formation. Aujourd'hui, là, non seulement nous-mêmes, on cherche à les former et on les forme, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a les formations partout sur Google. Un couturier qui veut aller de l'avant, un créateur qui veut avancer, il y a tout aujourd'hui pour aller de l'avant. Il y a tout aujourd'hui pour respecter aussi les rendez-vous. Il y a tout aujourd'hui pour informer ton client si tu n'es pas prêt. Il y a le téléphone, il y a les plateformes, il y a les WhatsApp, tout ça. Quand ton client, son numéro c'est WhatsApp, tu lui envoies un message, tu lui envoies les modèles, tu lui parles. Comment vous devez vous attendre? Parce que sans lui, tu ne peux pas aussi évoluer. D'accord. Et qu'en est-il justement de la concurrence, notamment celle des vêtements importés? Est-ce que cette concurrence-là affecte le rendement ou le marché local? Oui, ça affecte énormément. D'abord, je voudrais parler de la friperie. La friperie qui gâte vraiment le marché. Et la friperie, là, ce n'est pas toujours des vêtements qui donnent la bonne santé. Ça transporte des germes et tout ça. Mais l'acheteur, lui, il s'en fout. Si c'est joli, il prend. Si il y a maladie dedans, il s'en va contracter la maladie. Et comme c'est à bon prix, il y a même pour 100 francs, il y a 200, il y a 500. Et ça ne nous arrange pas. Mais ça, c'est l'État qui peut nous aider. Pour ne pas que les friperies là, rentrent en désordre. Et justement, comment est-ce que vous travaillez avec l'État, les structures, les organisations? Nous avons les ministères qui nous encadrent. Nous avons la chambre de métier pour faire passer nos messages pour qu'eux, ils puissent nous aider à résoudre ces problèmes-là. Voilà. Donc, il y a la chambre de métier qui est là pour encadrer tous les artisans. Donc, tous les problèmes que nous avons, nous partons parler avec la chambre de métier et le ministère en charge de l'artisanat pour lui poser nos problèmes. Est-ce que dans ces problèmes-là, il y a des priorités pour vous que vous exposez, pour lesquelles vous recherchez des solutions durables? Bon, les priorités déjà,
c'est d'avoir une école de haut niveau. Au niveau de l'État, il faudrait qu'une école de haut niveau soit créée. Dieu merci, je suis en train de travailler sur ça avec le ministère de l'enseignement technique. On nous a trouvé un terrain au niveau de Koumassi. Les experts ont travaillé. On attend le financement et je suis convaincu que d'ici 2026, cette école va sortir de terre. Voilà, donc il y a tout dedans. Que ce soit la formation, l'exposition, les aides de défilé de mode, tout ça, tout est déjà inclus dedans. Donc le travail s'est fait. Et pensez-vous qu'avec la construction de cet établissement ou d'autres projets, la couture ivoirienne aura le potentiel pour s'imposer davantage sur la scène internationale? Oui, parce que les écoles là, c'est pas seulement pour prendre les jeunes qui n'ont jamais fait, qui n'ont jamais été en contact avec la couture, mais ceux qui sont déjà dans les ateliers doivent venir faire des recyclages. Donc je pense que ça peut vraiment nous aider. Là où il y a l'obstacle, la formation débloque l'obstacle. Là où tu hésitais, tu n'arrivais pas à bien comprendre, il faut avoir l'habitude de te former. Et ça, j'ai inclus ça dedans. Donc les patrons pourront aller se recycler par rapport à leurs difficultés. Et les gens sont prêts pour les accompagner. Je pense que ça va vraiment nous aider. Ça va aussi émanciper les patrons, ça va leur permettre d'avoir une prise de conscience, voilà, et puis avoir une vie très loin de ce que tu fais. Il faut déjà avoir des projets pour que tu puisses travailler en fonction de ce que tu veux devenir. Aujourd'hui, là, voici où je suis, mais demain, je serai à quel escalier? C'est par rapport à la formation qui ouvre l'esprit, les échanges que tu as avec les uns et les autres, et puis le fait de côtoyer aussi les autres entreprises, ça te permet de réveiller un peu ton orgueil et puis projeter un peu plus loin ton entreprise. Très bien. Alors, ce que nous allons faire avec votre permission, c'est de marquer une courte pause pour voir un reportage, comme il est de coutume dans notre émission. Donc, c'est en retour en 2024 ou au cours d'une conférence sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire a réaffirmé son ambition de faire du pays un véritable hub de la mode dans la sous-région. Portée par les autorités, soutenue par ces acteurs de la filière, cette vision entend faire de notre pays une vitrine du savoir-faire et de la créativité africaine. Retour donc sur cette activité avec Max Oubi et Ferdinand Kouakouf. Abidjan devient peu à peu la plaque tournante de la mode africaine. La capitale ivoirienne abrite chaque week-end ou presque des défilés de mode, des soirées de gala ou même des tables rondes dédiées au secteur de la mode. La perle des lagunes pourrait devenir la capitale de la mode africaine. Une vision qui repose assurément sur la gestion de l'activité du créateur de mode, qui passe par la formation des artisans. C'est tout l'enjeu de cette rencontre, ici dans cet auditorium à Abidjan. On est dans nos ateliers, on trouve que sortir et se former, c'est une perte de temps. C'est de prendre de notre temps parce qu'on cherche à gagner de notre argent. Mais en passant par cette formation, on s'est dit qu'on peut gagner plus en apprenant et en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on peut gagner plus. Avec l'intelligence artificielle, il suffit seulement de télécharger des applications, de poser des questions. L'intelligence artificielle va les aider. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est pour les autres. Et l'intelligence artificielle, c'est accessible à tout le monde. Ils ont sur leur téléphone, sur les Android. Donc, il faut pouvoir utiliser ces outils-là. Il faut aussi pouvoir utiliser ces outils pour se projeter dans l'avenir. L'industrie de la mode est une réalité en Côte d'Ivoire et compte beaucoup pour le gouvernement. La tutelle compte ainsi renforcer ses initiatives en faveur de ce secteur afin de permettre à ces acteurs de s'épanouir. La Côte d'Ivoire bénéficie aujourd'hui de ce qu'on appelle du financement C2D. Voilà. Et ce financement est de 11 milliards, qui prend en compte 3 secteurs. Le secteur de la musique, le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et le secteur de la mode et du design. Et aujourd'hui, plus que jamais, la mode il a été démontré, la mode est un secteur créateur d'emplois, un secteur créateur de richesses. Une chose est sûre, la redynamisation du secteur passera aussi par la baisse des coûts de production.
la valorisation de toute la chaîne de la mode et du design et la création de plateformes de rencontres et de ventes en ligne. Retour en plateau, je poursuis donc avec Miss Kwadio, présidente nationale du syndicat patronal des couturiers et tailleurs stylistes de Côte d'Ivoire. Miss Kwadio, quelles sont, selon vous, les principales forces des couturiers, tailleurs et stylistes ivoiriens? Leur force déjà, c'est d'avoir créé les vêtements. De préserver l'identité culturelle. Parce que ce n'est pas seulement la coupe des tissus qu'on fait, mais nous façonnons ces tenues traditionnelles, les pagnes. Je vais parler des pagnes tissées, que ce soit les indigos, les noués et tout ça. C'est les couturiers qui mettent ça en valeur. Donc, non seulement nous permettons aux populations de porter ces pagnes traditionnels et de les faire traverser les frontières. Vous voyez ce que je porte là. Quand je traverse, si je dis je vais du côté du Ghana, je vais avec la tenue traditionnelle que je porte. Pour le mariage, les dots, c'est le couturier qui transforme et qui donne un pouce à l'événement. Là où on fait la dot, si tu es habillé comme je suis ce matin, ce n'est pas la dot. C'est l'appairage, c'est vraiment les tenues traditionnelles qu'on met en valeur et puis les bijoux et tout ça. Donc, la culture africaine oui, en elle-même. On met la culture africaine en exil. Et puis, nous jouons aussi, nous contribuons à l'économie, l'essor de l'économie ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Parce que les vêtements, il n'y a pas une maison où on va dire qu'il n'y a pas de vêtements. Que ce soit les enfants, la femme, le mari, en tout cas toute la population. Ça veut dire qu'on joue un rôle très, 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 très important. C'est un secteur porteur. Voilà. D'accord. Est-ce que finalement les matières premières et les équipements sont faciles à obtenir? Les matières premières, d'abord, c'est nos matières premières sur le plan traditionnel. Il faut d'abord que les tisserands soient équipés. Les tisserands soient formés. Et il faut que le tisserand puisse connaître les couleurs que les Ivoiriens aiment. Parce que vous voyez, il y a des pays qui aiment les couleurs chaudes, les couleurs un peu ternes et tout ça. Donc il faut d'abord connaître le goût du pays. C'est quelle couleur ils aiment. Si eux ils tissent en fonction du goût des habitants, on n'a pas de problème. Nous, on les transforme et ça passe. Donc, on a besoin que les artisans travaillent. Et puis, ceux qui font de l'indigo, il faut qu'ils sachent mélanger les couleurs parce que ce n'est pas n'importe quelle couleur on mélange. C'est une étude qu'on fait pour pouvoir savoir quelle couleur qu'on mélange pour avoir du bleu, pour avoir du rouge, pour avoir du noir. Il faut connaître ça. Donc, c'est une formation entière. Même le créateur doit se former dans les choix des couleurs. Parce que quand nous achetons les tissus unis et qu'on achète des couleurs pour faire un mélange, quand on regarde, il faut que le client se sente gai, heureux dedans. Il faut qu'on voit, il faut qu'on sente la beauté. Donc, partout nous devons apprendre pour que le client soit satisfait. Quand tu ne connais pas le mélange des couleurs, le résultat n'est pas parfait. Tu peux passer à côté. D'accord. Parce que on peut ne pas apprécier ça. Donc, ça ne peut pas être acheté. D'accord, très bien noté. Alors, on va aller rapidement. Que pensez-vous du cadre légal actuel concernant la protection de vos créations? Le cadre actuel, c'est favorable à tout le monde. Pourvu que le créateur accepte de pouvoir faire enregistrer sa création. Et il faut être convaincu que on n'a pas encore vu ailleurs. Au niveau de la mode, c'est vraiment difficile de dire que ça là, ça vient de moi. C'est vraiment difficile.
Donc, mais c'est quand même bien encadré. C'est quand même bien encadré, mais ce n'est pas trop unique. C'est un mélange d'innovation, c'est ce qui existe que nous recréons. Par exemple, je peux prendre un bustier et puis aller prendre des bouteilles vides, prendre les coquillages, mettre dessus. C'est des choses qui existent déjà. C'est déjà fait par les autres couturiers. Il faut juste un peu plus d'imagination. Oui, d'imagination, et puis faire sa place. Et puis tout, il faut que ça soit à sa place. Que ça ne dérange pas l'esprit de quelqu'un. C'est-à-dire que ta création, ça doit apporter la joie dans le cœur. D'accord. Voilà. C'est très bien noté. En tout cas, Miss Quadio, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.